7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Raphaël. Alors je rappelle que vous êtes donc directeur d'Identité et Démocratie. Mardi dernier s'est tenue en République serbe de Bosnie une fête s'est tenue en République serbe de Bosnie une fête de l'indépendance controversée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que cette fête? Tout à fait. En fait, pour rappel, la Bosnie est divisée en 3 communautés. D'un côté, des Bosniaques musulmans qui représentent à peu près la moitié de la population, les Serbes orthodoxes qui représentent un tiers de la population, et les Croates catholiques qui représentent le reste de la population. Entre 92 et 95, il y a une guerre qui a divisé le pays, avec d'un côté les Serbes orthodoxes et de l'autre côté les Bosniaques et les Croates. Et pour ensuite éviter une nouvelle guerre, le pays a été divisé en 2 entités. D'un côté, la République serbe de Bosnie pour les Serbes, et de l'autre côté, la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour les Bosniaques et les Croates. Et du coup, ce qui s'est passé mardi dernier, c'est qu'en fait, les Serbes de Bosnie ont fêté ce qu'ils considèrent comme leur fête nationale, qui du coup commémore la création de la République serbe de Bosnie, donc le 9 janvier 92. Et du coup, cette République serbe, ce n'est pas l'entité créée après-guerre comme une entité autonome au sein de la République de la Bosnie-Herzégovine. C'est la République serbe créée en 92 au début de la guerre comme un État indépendant en fait. Donc pour les Serbes, il s'agit d'exalter leur patrie, leur nation, leur histoire. Et pour les Bosniaques et les Croates, les Bosniaques et les Croates, ils voient une forme d'exaltation du nationalisme serbe et une volonté séparatiste, d'autant plus que le président Dodik, le président de la République serbe de Bosnie, a un discours un discours d'autodétermination des Serbes et prône une plus grande autonomie pour la République serbe de Bosnie, voire une indépendance. Donc en fait, les musulmans de Bosnie ils voient en fait une forme de volonté séparatiste et une exaltation du nationalisme serbe qui leur rappelle la guerre des Balkans. Et alors, pour quelles raisons l'Union européenne et les États-Unis ont condamné la tenue de ces célébrations? En fait, il ne faut pas oublier que l'Occident de manière générale, donc les États-Unis et les pays d'Europe de l'Ouest, ont soutenu les musulmans bosniaques pendant la guerre des Balkans. Officiellement, au nom du soutien au maintien de l'intégrité territoriale de la Bosnie et au nom de la lutte contre le nationalisme serbe. En réalité, on voit bien que pendant la guerre, les Américains et les Européens ont soutenu des nationalistes albanais au Kosovo, des nationalistes bosniaques, des nationalistes croates qui étaient tous aussi nationalistes que les nationalistes serbes et soutiennent d'ailleurs l'indépendance du Kosovo alors qu'ils refusent cette même indépendance aux Serbes de Bosnie. Donc on voit qu'en réalité, derrière ça, il y a une accusation en fait, des États-Unis et de l'Union européenne face aux Serbes qui sont accusés d'être pro-russes en fait. C'est-à-dire que dans un contexte d'augmentation des tensions entre les États-Unis d'un côté et les pays occidentaux et de l'autre côté la Russie, on voit qu'en fait les Serbes apparaissent comme trop pro-russes. Et du coup, on voit que cette commémoration s'inscrit là-dedans. Le 8 janvier, donc le jour avant la commémoration, les États-Unis ont fait une opération militaire commune avec les forces bosniaques pour rappeler aux Serbes de Bosnie que le soutien des États-Unis aux musulmans de Bosnie. Et dans le même temps, en face, au moment de la commémoration, les Serbes de Bosnie ont remis une haute décoration à Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui incarne aussi une ligne au sein de l'Union européenne plutôt de non-alignement sur les États-Unis. Avec la montée des tensions, on voit que les États-Unis et l'Union européenne tolèrent de moins en moins des positions de neutralité comme celle de Viktor Orban ou du président Dodik. Et on peut donc observer une montée des tensions dans la Serbie voisine. Oui, c'est ça. En fait, on voit qu'il y a une montée des tensions dans l'ensemble des Balkans. D'un côté, déjà, l'Union européenne augmente les tensions en menaçant le président de la République serbe de Bosnie, M. Dodik, de sanctions. Mais dans le même temps, on voit aussi qu'en Serbie même, il y a une augmentation des tensions. En décembre dernier, les élections ont vu la victoire des conservateurs du président Vučić. Et en fait, Vučić, certes, il est plutôt pro-européen et pro-américain, mais en même temps, il essaye de tenir une ligne un peu médiane, c'est-à-dire que dans le même temps, il a maintenu une neutralité sur la question ukrainienne et cherche à avoir des bonnes relations avec la Russie. Et en même temps, il refuse aussi l'indépendance du Kosovo. Et on voit qu'il y a eu, suite à la victoire de son parti au moment des élections, depuis un moment, de très fortes manifestations à Belgrade et dans toute la Serbie contre le gouvernement en place, qui sont en fait organisés par les partis pro-européens et pro-américains. On voit qu'il y a une volonté des Occidentaux de faire complètement basculer la Serbie dans le camp occidental et de lutter contre un gouvernement qui cherche à maintenir une voie un peu médiane, ni complètement pro-occidentale, ni pro-russe. On voit aussi d'ailleurs que dans le même temps, les Américains ont livré plusieurs centaines de missiles anti-chars au Kosovo, donc là aussi ça participe à une augmentation des tensions, puisque le soutien militaire américain au Kosovo tend à augmenter en fait. Donc on voit qu'il n'y a absolument aucune volonté de la part de l'Union européenne et des États-Unis du moindre compromis avec les Serbes, alors même que l'influence de la Turquie augmente dans la région, et c'est une influence de plus en plus inquiétante. Mais alors justement, quel est le rôle de la Turquie dans cette affaire? En fait, la Turquie, historiquement, était présente dans les Balkans. L'Empire ottoman avait annexé les Balkans. C'est d'ailleurs pour ça qu'une partie de la population de la région est musulmane. Et ce qu'on voit, c'est que la Turquie d'Erdogan cherche à réaugmenter son influence un peu partout au Moyen-Orient et en Europe, et notamment dans les Balkans. Donc il y a un financement assez important de la Turquie
aussi bien en Albanie, au Kosovo qu'en Bosnie. Un financement de l'islam déjà, l'ouverture de mosquées, le financement d'imams, mais aussi un investissement économique avec des entreprises turques qui viennent s'implanter dans les Balkans, et aussi militaire dans le cadre de l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et est donc présente au Kosovo dans le cadre de l'opération militaire de l'OTAN dans le pays. Donc en fait, tout cela provoque une montée de l'islamisme dans la région. En fait, ça veut dire qu'avec cette influence de plus en plus importante de la Turquie, on voit une montée d'un islam beaucoup plus radical. En Bosnie, c'est historique. Ça veut dire que pendant la guerre des Balkans, des moudjahidines, des djihadistes d'un peu partout dans le monde étaient venus se battre aux côtés des nationalistes bosniaques. Il y a toujours eu une part importante du nationalisme bosniaque qui était de type islamiste. En Albanie, c'est nouveau, puisque l'Albanie est beaucoup moins religieuse que la Bosnie, mais on voit au Kosovo une montée d'un intégrisme religieux qui est assez nouveau. Et donc on peut s'inquiéter en fait de l'obstination des Américains et des Européens à soutenir les musulmans de Bosnie et du Kosovo, alors même que ces pays sont de plus en plus menaçants vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident, avec cette alliance qui augmente avec la Turquie. Mais alors, que devrait faire l'Union européenne dans ces conditions ? Alors déjà, il y a un double discours de l'Union européenne qui est de plus en plus inacceptable en fait pour les peuples là-bas. Ça veut dire que d'un côté, l'Union européenne nous explique qu'il ne faut pas toucher l'intégrité territoriale de la Bosnie. Et en même temps, elle soutient la défense du Kosovo, qui, je le rappelle, n'est pas reconnue internationalement. C'est-à-dire que le Kosovo est encore reconnu internationalement comme une région de la Serbie. Et pourtant, l'Union européenne et les États-Unis soutiennent les séparatistes musulmans du Kosovo. Et en plus de ça, il faut arrêter la diabolisation et la caricature vis-à-vis des pays comme la Hongrie, comme la Serbie ou comme la République serbe de Bosnie, qui n'est pas un pays mais qui est une région fortement autonome, qui cherche en fait à défendre une forme d'indépendance nationale et de troisième voie un peu entre d'un côté la Russie et de l'autre côté les États-Unis, et cherche aussi à défendre l'identité et la civilisation européenne en luttant pour défendre leur culture, notamment face à l'immigration. Donc en fait, cette volonté d'indépendance nationale des Serbes ou des Hongrois est plutôt une bonne chose et devrait être un exemple pour l'ensemble des Européens. Et au final, l'Union européenne devrait comprendre que la véritable Europe se situe beaucoup plus aujourd'hui à Banja Luka, c'est-à-dire la capitale de la République serbe de Bosnie, à Belgrade ou à Budapest, qu'à des couloirs de la technocratie bruxelloise. Oui, en effet, il n'y a pas beaucoup d'Europe dans ces couloirs-là. Merci Raphaël Audouin. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.